Bonjour à tous, bienvenue à ces rencontres capitales. Je suis Cécile Olivier, je suis journaliste à AEF Info. Alors, donc c'est un groupe qui a donc organisé ces rencontres capitales. AEF, c'est un groupe spécialisé sur les champs socio-économiques, notamment sur l'éducation, l'enseignement, la recherche, le social, la RSE. Et donc, nous produisons aussi des événements et des colloques. Alors, ce qui nous réunit un peu aujourd'hui, c'est qu'au milieu de la tempête actuelle et de la crise existentielle profonde que nous vivons, nous avons souhaité réfléchir sur la notion du lien, de la relation, pour contrer un peu le mouvement de polarisation et la fracturation que subit en partie la société. Comment retrouver ou trouver le lien, celui intime comme dans la famille ou en entreprise, pour repenser un projet de société soutenable. Alors, pour cette table ronde aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les plus jeunes, sur les enfants, sur les adolescents, pour parler éducation et voir s'il est possible d'apprendre la relation et comment apprendre ce lien. Pour en parler, nous accueillons Haïm Corsia, qui est le grand rabbin de France. Bonjour monsieur, je vous remercie de votre présence. Lara Scarlett Gervais, vous êtes aventurière, photographe, présidente de l'association Héritage et Civilisation. Sophie Morlaix, vous êtes directrice de l'IREDU, c'est l'Institut de recherche sur l'éducation, professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Bourgogne-Europe. Et Pierre-François Mourier, vous êtes recteur de la région académique Grand Est et de l'Académie Nancy-Metz. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce matin. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Sophie Morlaix. Donc, vous êtes chercheuse sur les sciences de l'éducation. On sait que le système français est plutôt tourné vers les programmes, les savoirs fondamentaux, les maths, le français. On met beaucoup l'accent sur tout cela. Est-ce que l'école et le système éducatif français s'intéressent à enseigner la relation aux élèves et sous quelle forme ? Merci pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir venir débattre aujourd'hui avec vous et merci d'avoir provoqué ce dialogue entre nous qui semble passionnant en tout cas. Pour répondre à la question, donc moi je vais représenter peut-être la dimension scientifique et ce qu'apporte la recherche en éducation par rapport au thème qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le thème du lien, de faire lien, faire société. Alors, est-ce que finalement l'école s'intéresse à créer du lien entre les élèves? Je pense que monsieur le recteur sera aussi compétent que moi pour répondre sur la question. Par rapport à la recherche en éducation en France, en tout cas, on s'intéresse beaucoup maintenant à un certain type de compétences qui sont des compétences dites non académiques, qu'on oppose aux compétences académiques que l'école transmet, qui s'associent plutôt à des compétences dites disciplinaires. Et depuis une dizaine d'années, on reviendra certainement dessus, depuis une dizaine d'années, l'école avec un grand E, s'intéresse de plus en plus à ces compétences dites non académiques qui se rapportent plutôt à des savoir-être, des comportements qui longtemps sont parus comme, apparaissaient en tout cas comme invisibles pour l'école, des compétences que chacun devait développer dans les différentes sphères de socialisation qu'il traversait, que ce soit en particulier la famille, les amis, les clubs sportifs, etc. Et l'école était plutôt dédiée à la transmission de savoirs disciplinaires. Depuis une dizaine d'années, notamment depuis la vague d'attentats que la France va connaître en 2015, beaucoup de questions se sont posées sur la responsabilité de l'école face à ce genre d'événements qui frappent la société et une réflexion approfondie, notamment à la lumière de travaux, notamment anglo-saxons, et d'un prix Nobel américain qui obtient le Nobel d'économie de l'éducation sur les compétences dites non académiques et leurs effets sur les parcours des individus, va accélérer la réflexion chez nous, chercheurs, notamment sur ces compétences non académiques. Alors, je me tourne vers vous, Pierre-François Mourier. Donc, vous êtes recteur. Comment vous voyez la façon dont le système scolaire a intégré ce sujet de la formation à la relation et quel rôle joue l'école dans la formation à ce lien ? Oui, merci beaucoup.
Je vais rebondir sur ce que me disait ma collègue de l'IREDU. En fait, la transmission est l'objectif de l'école. Le moyen, c'est la relation. Imaginez un câble sous la Baltique, comme ça, au hasard, coupé par tel ou tel navire. Ça coupe tout lien Internet entre le nord de l'Europe et chez nous. L'école, c'est pareil. C'est un grand lien. Depuis le ministre, rue de Grenelle, jusqu'à la classe, jusqu'au professeur dans sa classe. Alors, évidemment, cet objectif qu'est la transmission, il ne peut reposer que sur un lien de confiance entre tous les acteurs du système éducatif et évidemment entre le professeur et sa classe. En fait, ça a toujours été comme ça. Le portique d'Aristote, c'était ça. C'était une pérégrination d'un maître. C'était très genré à l'époque, il n'y avait pas de femme, d'un maître avec son disciple, avec une transmission qui était presque immédiate. Il y a eu beaucoup, évidemment, de péripéties tout au long de l'histoire. La Troisième République n'était pas réputée, elle était réputée pour son efficacité éducative, mais pas pour sa bienveillance envers les élèves. Et depuis les années 60-70, et surtout, comme le disait très bien la directrice de l'IREDU, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, l'école a intégré pleinement ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, les compétences psychosociales, le savoir-être avec les autres. Et à un moment où nous sommes sous la pression d'acteurs qui ne sont pas étatiques, qui ne sont évidemment pas liés à l'école, mais qui sont extrêmement puissants. Je veux parler des plateformes, notamment des plateformes de réseaux sociaux. Alors l'école peut beaucoup, mais elle peut pas tout. Je ne sais pas si dans l'assistance on se rend compte que le temps de l'enfant à l'école, c'est 17%. 17% du temps de l'enfant est un temps d'élève. Les 83 autres pourcents nous échappent complètement. Ça veut dire que pendant ces 17% où l'élève est à l'école, évidemment, nous apprenons la transmission, la relatio, qui repose d'ailleurs aussi sur l'itération entre celui qui transmet et celui qui reçoit. Les frontières sont de plus en plus floues aujourd'hui. CF, la classe inversée, ce genre de choses. Mais le reste du temps, il faut que l'école sache parler aux autres acteurs. Les acteurs périscolaires, évidemment, les collectivités locales en particulier, qui ont un rôle de plus en plus important, les associations familiales, les associations de parents d'élèves, qui ont longtemps été tenues à la lisière de l'école et qu'on essaye maintenant de faire vraiment rentrer dans l'école, les associations, et puis toutes celles et ceux qui peuvent participer à cette forme de coéducation qui est absolument indispensable aujourd'hui. Bref, l'école est dans une profonde transformation. Vous le savez, nous sommes en train de mettre sur pied une réforme de la formation initiale des enseignants, qui est une révolution en France. Enfin, une révolution, un retour aux années 60 où on pouvait être payé pour faire ses études. On revient à ça à partir de la rentrée 2026. Et dans les compétences de base de nos futurs enseignants, qu'ils soient professeurs des écoles ou professeurs du secondaire, il y aura une large place faite par ce qu'on appelle les INSPE, les instituts de l'éducation, intégrés dans l'université. Il y aura une large place à toutes ces compétences psychosociales et à l'éducation, à la bienveillance. Le nouveau ministre Édouard Geffray nous l'a dit, la première fois qu'on l'a rencontré, on le connaît bien, mais qu'on l'a rencontré en réunion de recteurs, un ministre c'est là pour servir, un recteur c'est là pour servir, nous sommes tous au service de nos élèves et être au service d'eux, ça veut dire quelque chose de bien particulier, ça veut dire partager le savoir, partager aussi le savoir avec tous les autres producteurs de savoir, qui sont maintenant presque infinis. On pourra parler peut-être dans notre débat de l'intelligence artificielle, qui est sans doute un des enjeux majeurs de l'école. Voilà la façon dont nous, recteurs en tout cas, nous concevons notre rôle au sein de l'école. Merci. Je me tourne vers vous, Madame Lara Scarlett Gervais. Donc, vous avez développé un projet original pour essayer d'aider des adolescents justement à développer des liens avec leurs camarades qui ne vivent pas forcément au même endroit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet Odyssée ? Oui, bonjour. Alors tout d'abord, je vais revenir sur la création de ce projet et cet engagement.
Donc moi, j'ai vraiment un parcours de terrain, c'est-à-dire que j'ai parcouru le monde en stop et chez l'habitant. J'ai été dans des zones de plus en plus compliquées. Et ce projet est vraiment né au Moyen-Orient, où j'ai passé 6 mois en Syrie et en Irak, et où j'ai notamment participé à l'évacuation du musée de Palmyre. Donc j'ai vécu vraiment dans ma chair, lors de cette évacuation du musée, le pouvoir unificateur en fait, du patrimoine. Et j'ai pu observer aussi comment toutes les communautés du pays, alors qu'il y avait encore des combats, que c'était très dangereux, risquaient leur vie pour préserver ce qui restait au sein de ce musée. Après, l'histoire, c'est que je suis passée à côté d'un attentat et une grosse remise en question. Je me retrouve dans une famille à Homs et où je rencontre trois jeunes filles. Et la dernière de leurs filles, qui a 6 ans à l'époque, me dit « J'ai 6 ans et j'ai connu que la guerre ». Et ce jour-là, je me suis faite la promesse qu'elle pourrait communiquer avec d'autres enfants dans le monde. Donc ça, c'était vraiment l'idée un peu de mon engagement et du départ et de la création de ce programme Odyssée. Et je me suis dit, comment ça se fait? Pourquoi je peux aller partout dans le monde, rencontrer les gens? Qu'est-ce qui fait que je me jette en fait dans le monde et que je peux aller vers l'autre et créer ce lien? Et donc là, je me suis dit que pour moi, la solution, c'était vraiment de travailler sur cette notion de patrimoine de proximité, d'être ancré et de donner aussi aux jeunes ces clés-là pour ensuite aller vers l'autre. Parce que la relation, elle part déjà de soi pour pouvoir l'établir avec l'autre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé, en fait, j'ai développé une plateforme, donc Odyssée. Cette plateforme, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à un enseignant de créer un profil de classe où elle va embarquer ses élèves, les parents d'élèves, d'autres enseignants collaborateurs suivant les niveaux, parce qu'elle se développe en fait du cycle 3, du CM1, CM2 jusqu'aux études supérieures. L'enseignant va s'inscrire dans un parcours, en fait. Donc, il y a un parcours sur une thématique avec un fil rouge. Mais ce qui était aussi important, c'est que la relation, elle se construit dans le temps long. En fait, de faire une action de sensibilisation d'1 heure dans une classe qui n'est pas construite sur un projet annuel, mon retour d'expérience, c'est que ça n'apporte quand même pas grand-chose. Et ce qui est important, c'est vraiment cette cohérence sur l'année scolaire. Donc là, l'idée, c'était d'avoir des séquences qui sont construites pour se compléter à chaque fois. Et au cœur en fait, de l'ingénierie pédagogique, on utilise l'éducation artistique et culturelle pour que l'élève soit acteur de cet échange et surtout qu'il fasse ensemble. Je crois qu'un des plus gros défis en fait, de notre époque, c'est de se décentrer un peu de soi et aussi d'apprendre vraiment à faire ensemble. Et ça, c'est ce que permet vraiment la création artistique et culturelle qui est au cœur du dispositif. Et ensuite, c'est des groupes de classe qui vont travailler ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on va mélanger aussi bien des groupes qui vont... Ça peut être avec un enjeu régional, national ou international. Et l'objectif, c'est de faire aussi le lien entre différents types d'établissements, aussi bien le public et le privé, qu'on oppose trop, en fait. Si on veut faire société, on doit apprendre aussi à décloisonner. Et ce qu'on ne fait pas assez, je trouve. Et aussi mettre les classes de REP+, en zone rurale. Et l'idée vraiment de ce programme, c'est d'ancrer ce parcours dans le territoire, en fait. C'est de partir de son territoire, de son ancrage, de la proximité, et de permettre aussi à tous les acteurs, par exemple, si on travaille sur, je vais prendre un cas avec la ville de Limoges qui travaille sur les arts du feu, l'idée, c'est que les élèves, en fait, il y a une première étape où ils vont connaître en fait, leur patrimoine de proximité. La deuxième étape, par la création artistique et culturelle, ils vont faire avec les acteurs du territoire qui vont aussi venir abonder en fait, le parcours général. Et ensuite, la dernière étape, c'est relier. Et c'est là où c'est des groupes de classe qui vont donc échanger sur leur environnement, leur patrimoine de proximité. Et donc là, c'est là où ils deviennent des ambassadeurs en fait, de leur propre culture, de leur propre histoire. Et ils partagent et ils reçoivent aussi l'histoire de l'autre. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de travailler pour un dialogue pour la paix. Merci beaucoup. Monsieur Corsia, comment vous voyez cet apprentissage du lien pour les jeunes, pour les enfants? Moi, je pense que c'est assez formidable tout ce qui a été dit. Monsieur le recteur, vous avez employé un mot qui est tellement juste, la confiance. Mais je crois que la première des confiances, c'est la confiance en soi. Et moi, je prendrais le problème différemment parce que je ne suis pas dans le monde de l'éducation ou pas comme vous.
y compris l'éducation informelle qui est si importante, que moi je dirais que le cœur de métier de l'école, tel que je la conçois, c'est de fabriquer des citoyens, des républicains. Pour ça, ça implique, oui, de décloisonner, ça veut dire de redonner confiance en soi pour que les enfants puissent oser aller vers l'autre. Donc, on passe par des méthodes, les mathématiques, le français, qui apprennent la culture, qui apprennent que 1 plus 1, ça fait 2, et que 2, c'est plus que 1. Et donc, si 1 plus 1 égale 2, et que 2, c'est plus que 1, si je suis copain avec quelqu'un, nous sommes 2, et on est plus fort que si je suis tout seul. C'est tout bête. Donc, en fait, moi, je ne dis pas qu'il faut enseigner des matières, il faut utiliser toutes les matières pour apprendre, au fond, ce qu'apprend, pardon, moi, il n'y a qu'une chose dans la vie qui compte, c'est le foot. Quand vous jouez au foot, donc toutes les matières sportives que je me rappelle on considérait comme étant secondaires à mon époque, ce qui est un scandale en réalité. Quand vous faites du foot, alors vous allez me dire oui mais c'est pas vrai au tennis, oui encore c'est pas vraiment vrai, mais disons au foot, si vous êtes très très bon mais qu'il y a une équipe de tocards, ou si vous êtes un tocard et qu'il y a des très bons, vous pouvez vous en sortir, parce que l'équipe elle peut être plus forte que, je ne veux pas rentrer dans des commentaires footballistiques, ça je crois que c'est au-dessus, mais à Paris par exemple, on avait une équipe qu'on a constituée il y a des années avec les meilleurs joueurs de l'époque, Enzo Francescoli, Luis Fernandez qui est passé de PSG au Racing. Et les meilleurs, ça n'avait pas une très bonne équipe. On apprend à l'école que la complémentarité est essentielle. En fait, le principe même du citoyen. Alors pour ça, il faut avoir confiance en soi qui nous permet de construire du lien, qui nous permet de comprendre qu'au bout du monde, les jeunes, ils ont les mêmes problématiques que nous, et que moi, je peux découvrir des choses grâce à eux, mais des choses de moi, comme l'aurait dit Apollinaire. Chaque personne qui n'était pas moi-même, qui venait à moi, m'apportait une part de moi-même que je ne connaissais pas. Au fond, on apprend, franchement, votre présentation, elle était tellement juste. On apprend, il faudrait que l'école maintenant apprenne l'inverse de ce que font les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'enfermement et l'hyperpolarisation. Les algorithmes enferment les gens dans les mêmes queues. Nous, il faut apprendre la différence qui seule permet l'unité. Ça, c'est la République. Donc, et là, vous avez raison, madame, tellement juste. Rien à voir avec la République, c'est l'école publique, et les autres, c'est les privés. Pas du tout. L'école privée, elle forme aussi des citoyens. C'est une école de la République, avec des écoles, une immense majorité sous contrat. Et donc, moi, je ne sais pas ce que c'est privé-public, ce sont des enfants de la République. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que l'objectif essentiel, c'est la relation. Moi, je le vois avec mes critères à moi, qui sont des critères que je découvre dans des livres qui sont un peu anciens. 3300 ans d'expérience. Et dans ces livres, on apprend quoi? Le début, le tout début. Une relation qui échoue. Il y a un frère qui tue l'autre. Pourquoi? Parce que chacun s'était enfermé dans sa logique. Et qu'ils auraient pu combiner les deux savoirs, les deux expériences. Je ne veux pas faire un cours de Bible, même si on est à quelques heures du Shabbat. Mais quand même, regardez cette incompréhension majeure. Il y en a un qui a une super idée, une idée de compétition. Je vais offrir un cadeau à Dieu pour le remercier. Super idée. Mais il la bâcle. Son frère, qui n'avait pas l'idée, il dit tiens, c'est une bonne idée. Et il fait un cadeau à Dieu, lui aussi. Et lui, il fait un super truc où il met tout son cœur. En gros, il y en a un qui a l'idée tiens, je vais faire un cadeau, et l'autre, et voilà, quand nos enfants nous ramènent ce que vous faites parfois dans vos écoles, je sais pas si ça se fait encore comme ça, mais moi, je me rappelle, mes enfants m'amenaient alors pour ma femme, les colliers de nouilles, pour moi, les dessous de plat avec les pinces à linge qui nous piquaient à la maison d'ailleurs pour emmener. Bon. Mais ce dessous de plat, il plaît à Dieu beaucoup plus que celui que l'autre, il a pris comme ça, il lui a donné. En fait, s'ils avaient été complémentaires, les deux, un qui produit l'idée, l'autre qui la réalise, ils auraient été heureux tous les deux. En fait, ils n'ont pas été capables de créer ce lien. Donc en fait, toute l'école, tout le principe, c'est à chaque niveau, trouver comment créer du lien. Voilà pourquoi moi, le sujet de votre table ronde m'a passionné, parce que c'est la vie. Mais est-ce que la société, et l'école en particulier, ou les lieux de formation valorisent le lien, justement? C'est-à-dire des élèves qui sont capables de créer du lien, qui ont des compétences de coopération. Est-ce que là, on est au point dans le système éducatif pour valoriser ça, justement?
Alors j'ai envie de dire de plus en plus, et ça c'est le message d'optimisme, mais je pense que vous allez compléter. De plus en plus, en fait, l'école prend conscience de l'importance du lien, pas seulement que du lien, de l'ensemble de tous ces savoir-être, de toutes ces compétences, que ce soit la coopération, l'empathie, que ce soit la persévérance, que ce soit l'esprit critique, le recul sur soi, etc. Donc l'école en prend conscience. La difficulté que rencontre l'école, c'est que ce sont des savoirs qui font partie, non pas d'éducation formelle ou de l'éducation non formelle qui est déployée dans différents dispositifs, c'est de l'éducation informelle, c'est un peu invisible pour l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discipline qui va vous enseigner la relation à l'autre, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de temps dédié pour l'école. Et c'est ça qui complique un peu la donne. C'est-à-dire que comment on fait, même si tout le monde prend conscience qu'effectivement, il faut faire société, il faut faire lien, et que le but ultime justement de l'école, c'est quand même de permettre l'épanouissement de la personne et permettre de former des citoyens qui ensuite font société et arrivent harmonieusement à vivre ensemble. L'école a déjà tellement de missions qui lui sont imparties, parce qu'il faut être bon en français, il faut performer en maths, il faut maîtriser l'intelligence artificielle, il faudrait aussi maîtriser les langues vivantes, parce que comment N'oubliez faire pas l'histoire géo, c'est ma matière. L'histoire géo, bien évidemment. Et pour être épanoui, il faut aussi quand même faire un peu de sport, il faut ne pas se détourner de la culture et des arts. Enfin, on donne à l'école quand même un certain nombre de missions, et on lui fait peser quand même beaucoup de choses, à mon avis, sur les épaules, si on peut parler comme ça. Et en plus de ça, il faudrait pouvoir avoir du temps pour développer toutes ces compétences et tous ces savoir-être. Alors oui, l'école en prend conscience. La réforme des enseignants, d'ailleurs, la nouvelle réforme des enseignants, qui est certainement la 5e, je crois, en 10 ans, va faire une place effectivement importante à ces compétences, au développement de ces compétences psychosociales, et c'est bien tant mieux. Mais peut-être se dire que ce qui manque à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu de temps et de réflexivité par rapport à l'importance de ces compétences non académiques, pour lesquelles, en tout cas, maintenant, les résultats de la recherche sont là et montrent que sans ces compétences non académiques, il n'y a pas de réussite. Quelle que soit la réussite, qu'elle soit académique, personnelle, sociale, ces compétences non académiques, si on ne les possède pas, si on n'en prend pas conscience, elles peuvent être vraiment des obstacles, le manque de compétences non académiques, à la réussite personnelle et à l'épanouissement personnel, quoi. On avait parlé notamment des cours d'empathie, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est pas des choses un peu gadget, ou est-ce qu'effectivement ça a été mis en place? Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif précis, concret? Est-ce que c'est évalué, est-ce que c'est suivi, ou est-ce que c'est juste un peu dans l'air du temps, notamment à la suite des attentats qui ont soulevé beaucoup de questions sur l'éducation de ces jeunes, dont certains venaient de l'école aussi classique? La relation à l'école, le lien, c'est plus seulement considéré comme une condition de l'apprentissage, mais comme un apprentissage à part entière. Et ça, c'est une révolution au sein de l'école que nos enseignants, notamment les plus jeunes, ont vraiment embrassé. Quelques exemples. Le nouveau programme EVAR-EVARS. Pardon, je vais parler un peu par acronyme, mais ça, c'est le défaut français et sans doute le défaut de l'école cardinale. Le programme EVAR-EVARS, c'est l'éducation à la vie affective et relationnelle, et si on ajoute le S à partir du secondaire, et à la sexualité. Normalement, ça aurait dû exister à l'école depuis plus de 20 ans, avec une loi du début des années 2000. Ça n'avait jamais été appliqué. Maintenant, c'est un programme. C'est un programme qui est donc évalué et dont on s'assure, aussi bien d'ailleurs dans l'école publique que dans l'école privée sous contrat. Et je rejoins ce que disait le grand rabbin, pour moi, il n'y a pas de différence, d'autant que c'est le contribuable qui paye in fine, c'est la même poche. Pas autant, mais pas mal. Les enseignants sont mes agents. Donc c'est devenu quelque chose qui n'est pas négociable. Ça fait partie des programmes. De même, l'éducation aux médias et à l'information, ce qu'on appelle l'EMI, qui a pris une place prépondérante dans l'école, aussi bien dans les cours d'éducation morale et civique que dans les cours d'histoire géo et un petit peu partout. De même encore, l'EPS, l'éducation physique et sportive, qui est devenue, et ça je m'en félicite, même si j'étais un
piètre sportif quand j'étais en âge d'être à l'école, qui est devenue une véritable discipline au sein de l'école et qui apprend énormément de choses. Les profs de PS d'ailleurs ont été parmi les premiers à s'intéresser vraiment aux sciences de l'éducation et à adopter des pratiques innovantes. Bon, tout ça a percolé au sein de l'école et est devenu une composante essentielle de l'école. Et puis on a la croissance de ce qu'on appelle la vie scolaire à l'école. Les CPE, les conseillers principaux d'éducation, les AED, les assistants d'éducation, ce qu'on appelait les pions quand j'étais gamin, et qui maintenant ont une véritable expertise professionnelle. Donc une communauté scolaire qui comprend, de l'enseignant jusqu'au chef d'établissement en passant par la vie scolaire, qui comprend que tout se tient d'une certaine façon. Alors je décris un monde un peu idéal, c'est pas comme ça dans tous les établissements, j'en suis bien conscient. D'ailleurs, si c'était comme ça dans tous les établissements, je pourrais tranquillement prendre ma retraite anticipée et j'aurais plus grande utilité. Mais c'est vers cela que l'on tend, encore une fois, sur le moment de la vie, j'insiste là-dessus, sur le moment de la vie de l'enfant pendant lequel il nous est confié. Et je terminerai encore sur la coéducation, parce que je pense que c'est la grande bataille qu'il nous faut mener dans les mois et les années qui viennent, avec les parents, en intégrant les parents encore beaucoup mieux dans l'école. On a un combat commun à mener avec les parents. Je parle de combat en connaissance de cause. Ce combat commun, il est contre, encore une fois, les réseaux sociaux, qu'on devrait appeler, pour être très franc, les réseaux asociaux, qui nous enferment tous et toutes dans des bulles, qui intentionnellement, parce que les algorithmes sont écrits comme ça, d'ailleurs pas par des acteurs français, je le rappelle, et souvent par des acteurs qui ne partagent pas forcément les valeurs de la République, monsieur le rabbin. Il faut donc que parents, écoles, associations, je redis encore une fois que les associations, dès qu'elles sont agréées, sont les bienvenues à l'école, plus que les bienvenues. Nous sachions tous persuader nos enfants de laisser tomber ces appareils diaboliques que sont les smartphones, les tablettes, etc. Alors cela dit, ça commence par le faire nous-mêmes. Hein. Il faut donner l'exemple. Si je vois de plus en plus, comme vous, j'imagine au restaurant, des familles entières qui sont chacun derrière leur smartphone, c'est un côté terrifiant. C'est l'inverse du lien. C'est l'explosion de la solidarité. Bon. Donc, on a une sorte d'ennemi commun qui n'a pas de visage, mais qui a une existence très forte, contre lequel il faut que nous sachions lutter, tout en utilisant évidemment toutes les ressources du numérique. Ça va sans dire. J'ose pas vous dire, cher monsieur le recteur, de faire Shabbat. Parce que le Shabbat, quand même, c'est magique ce truc. Il n'y a pas un téléphone, pas un ordinateur, pas une télé. Et vous parlez aujourd'hui des smartphones à juste titre. Moi, je le déplore parce que je vois tellement de repas même. Vous parlez de restaurants. Encore, on peut imaginer le restaurant. Repas familiaux. Repas familiaux. Et vous avez raison, pas que les enfants. D'abord, nous. Voilà. Alors, nous. Mais j'ai des urgences, je suis obligé. OK. Enfin, les enfants font que ce qu'on fait. Mais avant, il y avait la même chose avec la télé. Quand j'étais rabbin dans une petite communauté en province, je me rappelle le nombre de familles que j'allais visiter. Et il y avait la télé en permanence, et les autres ne parlaient plus, se parlaient pas. Les gens, ils regardaient tous la télé, et ils mangeaient ensemble, mais ils parlaient pas. Donc en fait, il faut toujours se battre. C'est un combat permanent, et c'est intéressant que vous disiez, depuis les attentats, on a pris conscience que. Mais c'est une règle. Si on a pris conscience que, c'est que ça se faisait pas. Les lois, vous mettez en place, les lois interdisent ce qui se fait. C'est ça la règle. Donc, on prend conscience qu'on avait occulté la façon de former ce que moi j'ai appelé des citoyens ou des républicains, c'est-à-dire des personnes reliées par nature, et qu'on avait mis uniquement l'accent sur des compétences. Mais si vous avez des compétences et que ça ne marche pas, c'est comme si vous avez la plus belle des voitures du monde, qui a un moteur de compétition, mais la puissance du moteur n'arrive pas à passer dans les roues, l'embrayage, machin, et votre voiture est tout en garage. Donc vous avez le meilleur moteur, les meilleures roues, le meilleur embrayage, tout ce que vous voulez, mais ça ne marche pas ensemble. Il suffit, premier mois d'expérience. Bon, donc, en fait, le principe, il est de trouver comment chacune de nos enfants, parce que ce sont nos enfants, on vous dit les élèves, mais non, ce sont nos enfants. Et comment, enfin, moi je peux le dire parce que je suis rabbin, je ne suis pas prêtre, mais disons globalement, je peux dire ça. Donc, comment nos enfants, et on connaît les différences de nos enfants, ils ne sont pas les mêmes, comment on les fait advenir à eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est ça le côté révélateur. Bien sûr, le recteur a un peu triché, mais c'est normal.
D'abord, il est normalien, il sait faire. 17% en données corrigées des heures de sommeil, monsieur le recteur. Oui, donc si on divise par 2, donc ça, qu'on multiplie votre chiffre de 17 par 2, déjà on est à un autre ratio. Mais bon, j'accepte le principe, parce qu'il amène à quelque chose d'essentiel, que vous avez plus ou moins dit. Tous, on ne peut pas confier qu'à l'école la responsabilité de produire globalement une société. Vous parlez de communauté scolaire, mais ce sont les parents. On ne peut pas abdiquer de notre responsabilité. Ce que vous le faites par notre délégation. Et donc, moi, je crois qu'on ne peut pas se positionner les uns contre les autres. Et j'ai aimé votre mot de combat, parce que dans le combat, il y a d'abord combat contre. Il faut être capable de briser les enfermements, tous les enfermements des enfants. Mais il faut associer le plus de personnes dans ce combat pour faire advenir les enfants à eux-mêmes. Et ça, c'est pour moi le rôle de l'école, mais en fait le rôle de la société. La société le confie à l'école. Sur ce lien à distance aussi, donc vous, le projet finalement Odyssée, c'est aussi des enfants qui se connaissent et qui créent du lien grâce aux outils informatiques aussi, enfin, grâce aux réseaux sociaux aussi. Donc il y a à la fois plus de liens possibles. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre créer du lien par ces outils aussi formidables que permettent voilà, les visioconférences, qui sont des outils qui permettent ça, sans proposer aux jeunes uniquement ces outils-là et créer des vrais liens physiques et concrets? En fait, c'est une histoire de complémentarité, et ça, on l'a bien vu tout à l'heure. On peut pas... Aujourd'hui, notre monde est ultra connecté, même si je trouve qu'il est ultra connecté. Notre jeunesse et nous-mêmes, on est très déconnectés les uns des autres parce qu'on a toujours un écran, en fait, qui nous coupe de ce lien. Mais il est aussi nécessaire si on veut donner la possibilité aussi de se décentrer. C'est vrai que la Odyssée, ça passe par une plateforme numérique, et le numérique peut être évidemment un outil formidable quand il est remis au sens en fait du partage, du lien et surtout de la connaissance, et pas de la surabondance de plein de contenus qui ne sont pas vérifiés. Mais je pense que la vraie relation, en fait, elle vient dans le programme Odyssée, au cœur, c'est les rencontres. C'est-à-dire qu'on s'ancre sur le territoire, sur les associations qui sont là. On fait le lien, en fait, intergénérationnel, ça c'est très important, avec les plus anciens, les témoignages. Il y a des gens, par exemple, des anciens combattants qui vont venir dans les classes. Et ça, c'est toujours, on part quand même de quelque chose qui est concret, on part de la réalité, on parle de son environnement, c'est-à-dire que les classes vont dans les musées, elles sortent visiter leur patrimoine de proximité. D'ailleurs, je veux juste rajouter quelque chose. Nous, derrière la notion de patrimoine, elle est vraiment rattachée à la Convention de l'UNESCO de 72. C'est-à-dire qu'on parle de patrimoine naturel, culturel, immatériel et mémoriel. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai que quand on est en France, souvent, et qu'on parle de patrimoine, on voit tout de suite la pierre, mais le patrimoine, c'est pas que la pierre, c'est vraiment tout ce qui nous fonde. Et il faut vraiment, je pense, c'est le numérique, oui, mais évidemment avec ce lien avec la réalité, en fait. Et le but de cette plateforme, c'est de partager son histoire, de partager les témoignages qu'on reçoit, donc de transmettre, en fait, aux autres élèves. Et c'est vrai qu'on voit, parce que c'est un projet qui a été lancé en 2019, donc c'est déjà plus de 8000 jeunes dans 27 pays, donc ce qui nous permet d'avoir aussi beaucoup de retours, d'indicateurs de terrain sur ce projet. Et on se rend compte que ce qui ressort, en fait, c'est que pour les enseignants, ils sont souvent seuls dans leur classe, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et là, ça fait que quand ils travaillent ensemble, comme c'est plusieurs enseignants qui vont travailler autour d'un projet, en fait, scolaire commun, ça crée du lien. Et aussi, c'est une partage de bonnes pratiques. C'est-à-dire que quand en Égypte, ils ont été visiter leur musée, en Irak, derrière, à Souleymanie aussi, ça leur a donné l'envie. Et donc, c'est aussi toute cette collaboration qui est importante, je pense. Et ça, c'est ce que nous permet les outils numériques, quand ils sont bien utilisés. Vous avez évoqué aussi le lien intergénérationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque sur la façon dont les choses fonctionnent actuellement? Est-ce qu'on a encore des espaces pour aider les enfants à grandir, et puis aussi toutes les personnes de la famille ou de la communauté, de créer du lien entre générations? Est-ce que c'est encore possible? Dans quel contexte?
Oui, d'abord, tout est possible. Moi, j'étais dans ma vie aumônier militaire, et notamment d'un régiment que j'ai adoré, qui s'appelle le 13e régiment Dragon parachutiste. C'est un régiment des opérations spéciales. Sa devise, c'est au-delà du possible. J'ai toujours adoré cette devise parce que les gens normaux considèrent qu'au-delà du possible, il y a le possible, et puis à un moment, c'est impossible. Voilà. Mais eux, ils considèrent qu'au-delà du possible, on invente un nouveau possible. Donc aujourd'hui, il faut qu'on invente des nouvelles façons. Et vous avez raison, en utilisant le numérique et pas en se laissant utiliser par le numérique. C'est vraiment, je considère que c'est comme la langue d'Ésope, le numérique, tout ce qui est numérique. C'est la meilleure et la pire des choses. Qu'est-ce que vous en faites? Exemple sur l'intergénérationnel, parce que au fond, on n'est plus comme avant où on avait les grands-parents, les arrière-grands-parents même, enfin les grands-parents évidemment, avec nous. Avant, il y avait maison, on habitait quasiment ensemble. On a organisé avec un truc qui s'appelle le Fonds social de CASIP, on a organisé de faire venir des classes de jeunes dans des maisons de retraite. C'était pas EHPAD, vous le dites comme vous voulez, mais enfin des maisons de retraite. Et on s'est rendu compte que ce que des personnes âgées n'osaient pas dire à leurs propres petits-enfants, les enfants, j'en parle même pas, ils ne voulaient pas les traumatiser avec leurs églises. Vous prenez une maison de retraite avec des personnes de plus de 80 ans dans le judaïsme, il n'y en a pas une de ces personnes qui n'a pas une histoire d'exil ou d'enfance cachée. Voilà. Plus de 80 ans, ils ont tous ça. Exil des pays de l'Est, des pays du Maghreb, des pays d'Égypte, d'où vous voulez, ou enfants cachés en France. Donc, ce qu'ils n'ont pas raconté parfois à leurs enfants, et sûrement pas à leurs petits-enfants pour pas les traumatiser, il y a un petit gamin, une petite gamine qui vient les voir en leur disant « racontez-moi votre vie », et ils leur racontent. Pour moi, alors on va dire que je pense toujours Bible, mais non, je pense voiture des fois et foot. Mais c'est un verset de la Bible, c'est dans le Deutéronome, ça doit être chapitre 32 et verset 7, je pense. Interroge ton père, il te racontera, tes anciens, ils te diront. Il y a un enjeu à aller oser interroger les anciens. Et ce que vous racontiez dans les classes, c'est merveilleux. Moi, j'ai assisté à dans des classes, y compris des jeunes, y compris niveau universitaire. On a fait venir des anciens déportés dans des classes. C'est une rencontre incroyable. J'ai assisté à Ginette Kolinka. Nous, ma génération, on connaît surtout son fils, mais bon, c'est pas grave. Ginette Kolinka, elle est formidable. Elle est venue parler. Il y avait peut-être 900 jeunes à Dauphine. Un truc extraordinaire, avec une qualité d'écoute hors norme pour écouter et comprendre des expériences de vie où, au fond, qu'est-ce qu'on apprend? C'est pas ce qu'a été la déportation. Ce qui était incroyable dans la transmission des anciens aux jeunes, c'est j'ai eu des difficultés dans ma vie, des fois très très lourdes, mais regarde, j'ai vécu. Toi, tu te poses des questions sur ta vie, tes souffrances, tes angoisses de jeune, de moins jeune. Écoute, on peut toujours avancer, on peut toujours se relever. En fait, on arrive à ce que vous disiez, avec votre technicité de l'apprentissage, c'est qu'au fond, il y a toujours une façon de trouver comment transmettre la vie. Et pour moi, comme la vie, c'est la République, donc je reviens à mon mantra. L'école doit former des citoyens, c'est-à-dire des républicains. C'est des personnes qui savent que nous sommes interdépendants et que donc on doit apprendre des autres, tirer ce lien d'expérience. Parce que sinon, le même enfermement que les réseaux sociaux produisent et que nous déplorons, avec effectivement ces algorithmes qui sont un produit volontairement enfermant, parce que au fond on fait que scroller, on fait que s'enfermer, il n'y a pas d'action, on est consommateur. La façon que vous avez de les concevoir, c'est un outil pour produire du sens, du lien. Ça, c'est formidable. Mais regardez une expérience assez marrante. 2020, boum, le Covid. Donc on est tous enfermés et je décide de faire on est vendredi aujourd'hui. Je décide, comme on ne peut pas aller dans les synagogues, j'ai fermé les synagogues, j'ai interdit qu'on fasse les synagogues pendant le Covid. Je décide de faire, là où j'allais, un cours par Zoom tous les vendredis 14h. C'était 20 minutes, une demi-heure, on avait le temps, rappelez-vous. Bien. Le Covid, enfin, on peut ressortir, les synagogues ouvrent difficilement, on fait 2 places d'écart, une rangée neutralisée, bref, je vous passe tous les détails. Ce rendez-vous du vendredi 14h n'a jamais arrêté. Je continue encore. Tout à l'heure, à 14h, j'aurai mon petit Zoom. Mais ce qui est tragique, c'est que
Finalement, on a continué même des conférences par Zoom. Formidable. Sauf qu'après, quand on a réouvert les synagogues, les gens ont dit, bon, pas la peine de venir, on fait le Zoom. Et moi, j'ai décrété qu'on arrêtait. Parce que ce qui nous a permis de sauver le lien à un moment, aller risquer de produire de l'enfermement à un autre, parce qu'on monte et on descend, c'est pas la même chose d'échanger directement avec une salle que d'être derrière son écran. C'est pas la même chose. Donc en fait, il faut toujours contrôler l'outil. Voilà l'enjeu pour moi. Et pour les anciens, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on utilise cette expérience de vie sans écraser les jeunes par l'expérience de vie des anciens. C'était notre vie. Utilisez ce que vous voulez de notre vie, mais vivez votre vie. Je reviens à cette période de Covid. Est-ce qu'on a mesuré, je me tourne vers vous, Madame Morlet, est-ce qu'on a mesuré un peu l'impact sur la réussite des enfants, la progression des enfants, alors qu'ils ont traversé cette période où ils ont été isolés, de façon temporaire, parce que la France a quand même laissé pas mal les écoles ouvertes, mais est-ce qu'on a des données encore là-dessus ou pas encore? Alors, on a plusieurs données, notamment sur la santé mentale des jeunes, qui ont suivi cette période Covid, et même à l'heure actuelle, peut-être que suite à la crise sanitaire, il y a quand même eu une prise de conscience en se disant finalement cette santé mentale elle est fragile, et notamment quand le lien physique n'existe plus, ça a des répercussions vraiment négatives sur le bien-être de ces jeunes. Donc voilà, donc oui, il y a un certain nombre de statistiques qui existent sur la question. Il y a une prise de conscience politique notamment, et la santé mentale des jeunes est une grande cause nationale, notamment au niveau de l'éducation nationale et au niveau de l'enseignement supérieur à l'heure actuelle. Peut-être que je peux rebondir par rapport à ce que vient de dire le grand rabbin, par rapport à cette idée de au-delà du possible, c'est encore possible. Ça m'a fait penser à des résultats de recherche au laboratoire par rapport à justement ces compétences dites non académiques, qui ne sont pas disciplinaires, qui sont ces savoir-être, etc. Il y a une recherche qu'on a menée au laboratoire qui porte sur les jeunes en éducation prioritaire, qui sont souvent des jeunes en difficulté scolaire. Et alors je passe justement sur les aspects techniques de la recherche. En fait, ce que montre la recherche et ce qui nous a semblé particulièrement important, c'est se dire finalement ces jeunes sont en déficit. Alors en maths, en français, quand on les compare avec des standards internationaux, effectivement ils sont plus faibles que les autres. Mais on avait un certain nombre de mesures sur des savoir-être par rapport à la coopération, par rapport à leur curiosité intellectuelle, par rapport à leur empathie, au lien qu'ils créent avec les autres. Et on s'est aperçu que ces jeunes en éducation prioritaire, comme ils sont beaucoup plus encadrés que dans d'autres établissements scolaires, ils développent plus de compétences dites non académiques, c'est-à-dire qu'ils sont plus sensibles à la relation à autrui, aux autres, à la fois aux enseignants, au personnel encadrant, mais aussi à leurs amis. Et quand on leur demande de se projeter dans l'avenir, par exemple par rapport à des choix d'orientation, on s'est aperçu que ces jeunes qui développent vraiment des compétences non académiques plus qu'à d'autres endroits ont des projets d'orientation beaucoup plus ambitieux que nos jeunes qui surperforment en maths, en français, voilà. Et on s'est aperçu que finalement, ces savoir-être, quelque part, ils n'étaient pas... Alors, la recherche montre qu'ils sont complémentaires au savoir académique, mais ce que montre la recherche, c'est qu'ils sont substituables. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas excellent en français, en maths à la fin de la troisième, et qu'en termes de choix d'orientation, ça pourrait vous questionner. Mais le fait d'avoir développé un certain nombre de liens, d'avoir confiance en soi et en l'avenir, permet de se projeter de façon plus ambitieuse. Et ce que montre la recherche, c'est que dans ce cas-là, alors le fait de créer du lien va permettre à ces jeunes une ambition qu'ils n'auraient pas eu autrement, quoi. Et ça, c'est ce que la recherche en éducation démontre à l'heure actuelle, et c'est ce que montrait le prix en économie de l'éducation dont je vous parlais tout à l'heure, Ekman, qui montre que finalement, pour expliquer un certain nombre d'inégalités entre les individus, peut-être que ces compétences dites non académiques permettent justement de se projeter et de se projeter différemment pour faire société, quoi. Voilà. Donc, ça peut être, ces compétences non académiques peuvent être un levier en fait pour entrer dans les apprentissages. Enfin, est-ce que, voilà, je pense qu'au niveau Bien
Bien sûr. En fait, vous savez, on parle beaucoup d'école inclusive aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a inventé un nouveau service public de l'école inclusive avec les AESH, les accompagnants des élèves à besoins particuliers, qui sont, dans mon académie par exemple, maintenant à peu près 13% de mes agents. Hein. On a inventé vraiment un service public en quelques années. Bon, mais moi, ma conviction, c'est plutôt que de parler d'école inclusive, il faut parler d'école pour tous. Il se trouve que j'ai 4 filles, pas de garçons. Dieu merci, ou Jules Ferry, merci, et 4 filles. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Donc, l'école a admirablement su, à partir des années 60, traiter la massification jusqu'à l'université, qui l'a fait elle aussi. Maintenant, il faut qu'on se penche sur, d'une certaine façon, le coût humain pour chaque élève, parce que chaque élève a des besoins particuliers, d'une certaine manière. C'est vraiment la nouvelle frontière de l'école pour nous, et ça implique, encore une fois, de développer les compétences de chaque enfant, qui sont toutes différentes. Ça peut être des compétences, il y a des enfants qui ont un talent naturel, alors naturel ou culturel, j'en sais rien, mais pour l'organisation, eh bien, on les repère très très vite parce qu'ils s'engagent dans toutes les instances collégiennes et lycéennes, en particulier une instance qui est absolument extraordinaire, ça dépend des académies, mais dans la mienne c'est fabuleux, ce qu'on appelle le conseil académique de la vie lycéenne. Des gamins qui sont presque des citoyens, ils ont 15, 16, 17 ans, ils votent à la prochaine élection présidentielle, qui prennent leur destin en main, leur destin scolaire et un peu plus en main, qui discutent, avec lesquels je discute tous les 2 mois à peu près, et qui, dans leurs établissements, partagent les meilleures pratiques de chacun des établissements de l'académie. C'est de la démocratie en acte, d'une certaine façon. Et ça, c'est du périscolaire, ils font ça en dehors de leur cours, mais ça a un effet structurant, pas seulement sur leurs camarades, mais aussi sur les équipes éducatives. En vérité, les projets qu'ils portent, ça peut être des projets d'éducation au développement durable, ça peut être des projets de lutte contre le harcèlement. Moi, j'ai donné comme instruction à mes chefs d'établissement, enfin je dis mes chefs d'établissement, à mes collègues chefs d'établissement, de prendre très très au sérieux la démocratie lycéenne. Parce que, encore une fois, je rejoins totalement le grand rabbin, évidemment, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Joker pour Shabbat, monsieur le grand rabbin, évidemment. Le grand rabbin a raison. L'école doit permettre, j'aime pas le mot produire, c'est pas ça, hein, mais doit permettre de révéler des citoyennes et des citoyens qui seront aptes à être des acteurs du monde de demain, qui est quand même un monde pas très sympa. Hein. On reparle de guerre pour la première fois depuis 3 générations. Ce qu'on leur doit, c'est de leur donner tous les outils pour être ces citoyennes et ces citoyens. Parce qu'en fait, pour être très honnête, c'est pas ma génération qui est du monde d'aujourd'hui. C'est elle et c'est eux. Ce sont ces gamins-là qui feront le monde d'aujourd'hui jusqu'à 2100. Sur ce lien justement entre pays, sur cette fraternité aussi et cette connaissance entre cultures, je pense que vous mettez aussi l'accent dans votre projet. Qu'est-ce que vous retirez des différentes expériences et des classes qui ont suivi votre projet, notamment Odyssée ? Au niveau du lien à l'international, souvent ce que je retire, c'est que dans les en fait, jumelage qu'il y a eu entre les classes, et souvent beaucoup d'idées préconçues, surtout du côté français. Je me souviens par exemple d'une classe qui était en zone d'éducation prioritaire du côté d'Angoulême, qui était jumelée avec une classe en Inde et puis une classe au Maroc, où quand ils ont fait leur première visio, ils étaient très étonnés de voir des jeunes qui sont comme eux, qui ont les mêmes envies. Donc, et on ne se rend pas compte parce que c'est vrai que dans ce monde très connecté, on a l'impression que c'est une évidence, ce regard vers l'international. Et en fait, les jeunes, pas du tout. Ils sont quand même beaucoup dans des stéréotypes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça permettait vraiment d'ouvrir, de pouvoir aussi ouvrir des discussions. On a eu des classes qui étaient jumelées avec des classes en Syrie. Pendant la guerre, donc ça permettait aussi d'aborder des sujets et aussi que les autres jeunes puissent voir qu'il
il y a aussi une vie qui continue en fait dans ces pays-là. Souvent, on a l'impression, évidemment, on nous parle de terrorisme, d'islamisation. Il y a aussi la vie. Ils ont aussi des choses à partager, ils ont aussi des choses à raconter. Et ça permet vraiment, je pense, d'ouvrir les jeunes sur une réalité qui est aussi beaucoup plus complexe, parce que souvent, les médias aussi ont tendance à simplifier beaucoup de choses. Et notre monde est complexe et c'est pas les bons, les méchants. Donc cet échange-là permet d'aborder une sensibilité, une complexité. Et je pense que plus on commence jeune et plus on arme en fait cette jeunesse par l'histoire, par la culture, par la connaissance de soi, des autres, et ben plus on va pouvoir en faire des citoyens engagés et qui pourront peut-être aller vers un monde plus en paix que le nôtre. Peut-être sur le lien aussi interreligieux, qu'est-ce qu'on peut dire pour aider à... Alors, on aurait besoin de plusieurs heures, mais... Moi, je veux remercier le recteur, d'abord parce qu'il me remercie, donc c'est très bien, et puis parce que je ne savais pas qu'on avait au rectorat, dans votre rectorat, le docteur March, puisque maintenant on sait que vous avez les 4 filles du docteur March, donc c'est parfait. Dans ce rectorat-là, le sien, l'un de ses prédécesseurs avait accepté ma proposition, qui était de dire, au fond, qu'est-ce qui manque? La loi de 2002, c'était la loi... une loi de 2002 sur l'enseignement du fait religieux, c'était un rapport de Régis Debray. C'est-à-dire, on va enseigner le fait religieux de manière neutre. C'est le job de l'école d'apprendre des savoirs. Je me rappelle ce rapport qui avait été quand même assez terrible. Je devais être l'un des rares encore ici présents à avoir assisté à la remise du rapport, où Régis Debray avait suivi des classes et avait vu une enseignante qui racontait qu'elle avait amené ses élèves au Louvre. C'est formidable. Et ils étaient en pamoison devant un tableau où il y avait une dame habillée de bleu, avec un bébé dans les bras. Et il y a un élève qui dit « Madame, c'est qui la meuf ?» Bon. Et il raconte un autre, comme ça il y en a pour les cathos et il y en a pour moi aussi, enfin pour nous tous, d'une certaine manière. Et il y en a un de ses élèves, qui voit un vieillard avec un couteau dans la main et un jeune enfant devant lui ligoté, et il ne sait pas de quoi on parle. Bon. En fait, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose de l'apprentissage. Dans ce rectorat, dans le vôtre, j'avais convaincu le recteur de prendre des prêtres, des pasteurs, des imams et des rabbins d'État, les aumôniers militaires, qui sont des fonctionnaires, certes sous contrat, mais des fonctionnaires, donc tenus par la règle absolue de non-prosélytisme, pour venir faire dans les écoles publiques, de venir faire une présentation religieuse. Ça a été une réussite formidable. Il se trouve que ce recteur est ensuite passé dans une grande métropole, rectorat, Paris. Et on a essayé d'étendre, mais il y a beaucoup de blocages. Au fond, les religions font peur à l'école, j'y peux rien. Quand l'an passé, pour le 9 décembre, l'anniversaire du vote de la loi de 1905. On a voulu faire la même chose, ce qu'on avait lancé tranquillement à Nancy. Faire en sorte de faire ça en Île-de-France, il a fallu, je vous dis pas, faire intervenir, terrible. Finalement, on l'a fait avec tout le monde qui tremblait dans un collège du Rincy, Pavillon-sous-Bois ou Rincy, je crois. Et là, je demande à ce que ça se refasse cette année pour les 120 ans de la loi 1905. En fait, qu'on puisse, le président de la conférence des évêques, votre serviteur, le président de la fédération protestante, les bouddhistes, les musulmans et les orthodoxes, qu'on aille dans un collège. Donc on est en train de travailler pour trouver l'établissement. Mais je suis persuadé que quand vous mettez un curé, un pasteur, un imam, un rabbin, c'est pas une blague que je vais vous raconter, les élèves déjà, ils voient une sorte de pub Benetton. Voilà, ils sont différents. Ils arrivent à être ensemble. C'est formidable. Juste on arrive, on est ensemble, c'est déjà un message très important. Quand après, on se rend compte que ça fonctionne, qu'il y a des échanges, alors c'est la richesse. Et moi, vous parlez de dialogue interreligieux, j'ai toujours considéré qu'il fallait commencer par soi-même. Donc je peux dire qu'il y a de l'antisémitisme, mais j'ai dit je vais éliminer, autant que faire se peut, les préjugés qu'on peut avoir, nous, dans le judaïsme, sur les autres religions. Donc première chose que j'ai faite en étant élu, j'ai imposé. Alors c'était difficile parce que j'ai brisé des habitudes. J'ai imposé
aux écoles juives d'inviter un curé, un pasteur et un imam. Je peux vous dire que j'avais dit à l'imam, première fois, je vais quand même. Je vais et je dis à l'imam, écoute, s'il y a un souci, une question violente, tu me laisses répondre, je la calme. Ok. Il fait sa présentation, formidable. Première question, c'est des jeunes, 6e, 5e. Première question, ouais, monsieur, pourquoi les Arabes ne nous aiment pas? Je lui dis en arabe, laisse-moi faire. Je lui ai répondu, mais non, laisse-moi. Écoutez-moi bien. Après les 1h30, une fois qu'il leur avait expliqué que lui aussi mangeait des makrouds, qui sont des petits gâteaux formidables, de la même origine que lui, que tous les enfants comprenaient que les gâteaux que leur grand-mère leur faisait, c'était les mêmes, ils étaient tous autour de lui pour lui raconter que leur grand-mère, elle était d'une ville à côté de la sienne, etc. C'était merveilleux. Au fond, il faut faire ce que vous faites, mais il faut oser le faire. C'est briser les préjugés, organiser les rencontres. Je me rappellerai toujours une interview de Jean-Pierre Elkabbach. On peut parler de Jean-Pierre Elkabbach cette maison ou pas? Je sais pas. Oui. Mais ça va, on a le droit ou quoi? Non, ça va. Jean-Pierre Elkabbach interview Shimon Peres, un peu avant sa mort, et il lui dit quelque chose dans le genre « Monsieur le Président, dites-nous un conseil pour la jeunesse. » Et Peres répond « Il faut demander à la jeunesse d'être prudente, c'est-à-dire d'oser. Oser. Il faut oser sortir vers l'autre, oser les rencontres interreligieuses, c'est essentiel. Oser, en fait, ce que disait un rabbin, un vieux rabbin qui s'appelle Rabbi Nachman de Braslav, qui disait « Ne demande pas trop ton chemin, car tu risquerais de ne pas te perdre. » Au fond, on veut tellement baliser le chemin de nos enfants qu'on oublie de leur laisser aussi découvrir leur propre façon, leur propre possible, pour reprendre mon image de tout à l'heure. Et moi, je crois que ce possible, il passe forcément par la rencontre des autres, et y compris, évidemment, des autres cultes. Ce que vous dites aussi, c'est que les enfants sont sensibles à notre façon de nous comporter. Et si les adultes sont capables de créer du lien, comme vous disiez, il y a un rabbin, leur montrer que vous étiez capable de créer du lien, leur permettait de le faire. Donc, est-ce qu'il est possible de former finalement les adultes au lien? Je ne sais pas, est-ce que c'est... Comment nous aussi, on peut progresser là-dessus pour aider les enfants à mieux créer du lien? Ah, c'est pour moi. Alors, en tout cas, je vous laisse répondre, mais vous savez, je me suis rendu compte d'un truc assez extraordinaire. Avant, dès qu'on dit avant, c'est qu'on est vieux. Bon, bah voilà, je suis vieux. Avant, c'était les parents qui emmenaient les enfants à la synagogue. Maintenant, ce sont les enfants qui amènent leurs parents à la synagogue. Donc peut-être qu'avant, c'était aussi aux parents d'apprendre le lien, mais maintenant, ce sera parce que nos enfants sauront créer du lien qu'ils emmèneront forcément leurs parents à créer du lien. Parce que si vous avez un petit copain, vos enfants ont des copains qui ne sont pas juifs, qui sont catholiques, protestants, musulmans, athées, bah forcément les parents qui ont leurs enfants copains se rencontrent, se découvrent, se parlent, et ça crée du lien dans ce sens. alors juste peut-être pour rebondir là-dessus, pour la formation, je laisserai monsieur le recteur répondre, par rapport à ce que nous, on essaye de comprendre au niveau de la recherche en éducation, c'est justement cette idée de est-ce que l'enseignant, par les compétences non académiques, le fait qu'il crée du lien avec ses élèves, est-ce qu'il incite ses élèves à créer du lien? Et au-delà de créer du lien, est-ce que l'enseignant, notamment dans une forme de bienveillance, alors attention, hein, la bienveillance pas entendue au sens un peu mou du terme, hein, la bienveillance, ça peut être la rigueur, donner une direction, mais être juste, voilà. Et en fait, les recherches qu'on mène actuellement tournent autour de cette notion de bienveillance, enfin, qui est un concept pour nous scientifiquement acté. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que ces enseignants, plus ou moins bienveillants, qui disposent de plus ou moins de compétences non académiques, qui sont capables de plus ou moins créer du lien, vont reproduire chez leurs élèves jusqu'à chez leurs étudiants, parce qu'on a les mêmes processus de recherche au niveau des étudiants.
Et ceux qui développent le plus de liens vont être ceux qui vont créer le plus de liens chez les élèves, chez les étudiants, et qui vont faire prendre conscience à leurs élèves et à leurs étudiants de l'intérêt de ces compétences-là. Voilà. Et ça, c'est assez nouveau parce que dans la recherche en éducation, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable, appréhendable. Comment on évalue finalement le fait de créer du lien avec quelqu'un? Comment je sais si vous êtes compétente pour créer du lien avec moi? Enfin, je m'en doute, bien évidemment. Mais voilà. Mais concrètement, comment on fait? Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que la recherche aussi, en tout cas dans le laboratoire où je suis, on essaye de mesurer concrètement voilà, ces notions de bienveillance, de coopération, d'empathie, etc., de les mesurer concrètement, de voir les effets que ça produit. Et on s'aperçoit que les premiers effets créés sont effectivement une sorte de reproduction de ce que fait l'adulte référent enseignant à l'école primaire. Alors on pensait qu'à l'université, le lien petit à petit disparaissait, et pas du tout. On s'aperçoit que notamment pour les étudiants qui arrivent à l'université dans un milieu qui leur est complètement étranger, ils sont très très attachés au fait que l'enseignant développe un certain nombre de compétences dites non académiques et crée du lien, quoi. Voilà. Absolument d'accord, à 100% d'accord avec ce que vous venez de dire, Madame la Directrice. J'ajouterais un point, c'est que l'école française n'a pas été très performante pendant des décennies sur un point que notamment les anglo-saxons maîtrisent parfaitement, qui est le droit à l'erreur. Tous les élèves de ma génération ont été plus ou moins traumatisés par l'idée que si on lève la main et qu'on dit quelque chose qui n'est pas la bonne réponse, c'est un drame. Ben non, c'est pas un drame. Le droit à l'erreur, c'est un des droits de l'homme, mais de la femme, d'une certaine façon. Et il faut encourager nos élèves à oser, comme le disait très bien le grand rabbin, qu'ils osent. Il ne faut pas dire n'importe quoi, évidemment, mais se tromper est quelque chose d'essentiel dans l'apprentissage. Et ça aussi, ça crée du lien, parce que ça permet ensuite, progressivement, lorsqu'on se trompe moins, eh bien d'acquérir de l'estime de soi. Ça permet aussi, lorsque l'enseignante ou l'enseignant, c'est vrai jusqu'à l'université, voire jusqu'au doctorat, accueille cette erreur avec bienveillance, ça permet aussi de montrer que toutes et tous, on doit se juger avec cette bienveillance minimale, qui est la condition sine qua non d'une vie en société aussi harmonieuse que possible. Voilà, le droit à l'erreur, franchement, ça fait partie maintenant de ces compétences psychosociales ou compétences non académiques dont on a beaucoup parlé depuis le début de cette conférence. Je voudrais un tout petit mot sur les biais genrés, parce qu'on n'en a pas parlé pour le coup, et c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, non seulement de l'école, mais de la société. Les biais genrés, ils se construisent en petites sections de maternelle. Hein, et dès le CE1, CE2, il y a des très bonnes études, je me demande si ce n'est pas de l'IREDU d'ailleurs, sur l'occupation de la cour de récréation, qui sont absolument fascinantes, avec les garçons évidemment, qui occupent tout le centre à peu près, puis les filles qui sont sur la périphérie. Bon. La lutte contre les biais genrés est aussi une forme extra-académique qui permet de retrouver cette confiance, cette estime de soi. C'est pas parce que j'ai 4 filles, monsieur le grand rabbin, que je dis ça. Je crois vraiment que c'est d'intérêt public national. Si vous permettez, juste rebondir sur ce que disait le recteur, très juste, parce que si j'osais proposer une différence entre le système scolaire qu'on a globalement, donc chez nous, et le système éducatif traditionnel du judaïsme, je ne dis pas que c'est celui des écoles juives. Les écoles juives, elles sont à l'image du système scolaire français. Mais dans le judaïsme, le bon élève n'est pas celui qui a la bonne réponse, c'est celui qui a la bonne question. Et c'est un biais énorme. C'est que on apprend la bonne question. La bonne question, c'est laquelle? Ose la poser. Alors que la bonne réponse, il n'y en a qu'une. Il y a une bonne réponse. Tu la sais, c'est formidable. Tu la sais pas, t'es nul. Alors que oser voir quelque chose qui trouble, qui n'est pas logique, qui n'est pas conforme, qui en tout cas interroge, c'est questionner en permanence, y compris ce que dit le maître. Parce qu'au fond, il faut aussi apprendre à, je ne dis pas à s'opposer au maître, mais à ne pas gober systématiquement ce que quelqu'un vous enseigne. Parce que si vous le faites quand vous êtes petit, vous le ferez aussi quand vous serez grand, et vous goberez les idioties que vous diront tel ou tel leader politique. Donc au fond, apprendre à questionner, c'est apprendre à respecter vraiment l'autre et à se respecter soi-même. Voilà pourquoi je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Merci. On va prendre 2 questions de 2 étudiants en journalisme qui sont présents. Bonjour.
Margot et Bonjour. Adrien. Je vous en prie. Bonjour, donc je suis Margot Jean-Didier, étudiante en master journalisme à l'ISCPA. Donc j'avais une question évidemment pour tout le monde. Dans un sens, les plus jeunes ont grandi avec une ouverture au monde et une curiosité plutôt large, notamment due à l'accès aux réseaux sociaux, etc. Alors que leurs grands-parents ont souvent été façonnés par une enfance peut-être plus dure. Ils ont appris beaucoup plus sur le tas, notamment marqués par l'après-guerre et autres. Donc comment, dans ce contexte, imaginer une formation à la relation qui crée un véritable dialogue en fait, entre ces générations? Je peux commencer si vous voulez. En fait, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que pour la génération qui avait 10, 15 ans en 1945, 1950, c'était une période formidable d'une certaine manière. Toutes choses égales par ailleurs, hein, dénuement, etc. Mais il y avait un espoir collectif, il y avait la reconstruction, ce qu'on a appelé ensuite, hein, a posteriori, les 30 glorieuses. Il n'y avait pas de problème de chômage, ô combien. On avait d'ailleurs beaucoup besoin d'immigration. On avait l'impression que les enfants allaient vivre mieux que leurs parents. Et c'était pas qu'une impression, c'était la réalité. L'ascenseur social était boosté, littéralement. C'est le moment où les enfants d'ouvriers avaient le plus de chances, au début des années 70, de se retrouver dans les grandes écoles. Ça a baissé depuis. Donc, par rapport à la période actuelle, avec la montée des périls, avec, je le redis hein, encore une fois, le mot de guerre. Rappelez-vous ce qu'a dit le chef d'état-major des armées il y a 2 jours sur nos enfants. Avec une brutalisation de la société quand même assez forte, ben, au fond, c'est pas plus drôle de grandir aujourd'hui, d'être enfant aujourd'hui et élève aujourd'hui qu'il y a 50 ans. D'où l'importance, mais c'est toute la justification de de cette petite heure qu'on a passée ensemble, précisément de rétablir ce lien. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses. Et évitons que ça soit la pire. J'aurais une seconde question. Alors, on a pas mal parlé de construction du lien, de la relation, de comment l'aborder. Moi, ça m'a amené à réfléchir et surtout à penser à un autre cas de figure dans le cas d'un lien rompu, d'une relation brisée. Je me pose la question, comment, selon vous, est-ce que dans ces situations-là, qui peuvent arriver pour plein de raisons et dans plein de situations et contextes différents, comment est-ce qu'on le reconstruit, que ce soit dans le cas, je ne sais pas, entre un professeur et sa classe, entre des parents et ses enfants? Pour moi, il y a plein de situations possibles et du coup, j'imagine qu'il y a, entre guillemets, une façon différente d'aborder ces situations qui peuvent être très compliquées. Qui a envie de répondre? Je pense que chaque fois qu'il y a une relation brisée, il faut se pardonner à soi-même. C'est la chose la plus dure qui soit. Parce que on veut ou pas pardonner aux autres, mais on se pardonne à soi-même, c'est plus dur. Parce qu'on peut moins tricher. Et je ne parle pas de ce qu'on se dit, mais c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est lui. Non. Au fond de nous, on sait parfois que si une relation s'est brisée, je parle de parents-enfants, c'est notre responsabilité. Les enfants ne se bagarrent pas avec nous de rien. Ils ont peut-être leur autonomie, leur façon de voir, que ce soit des filles ou des garçons. Elles ont leur façon de vivre, mais on a toujours une responsabilité. Si je regarde pas de nos familles, mais la Bible, qui est l'histoire de toutes nos familles, telle que je le conçois, tu peux pas m'enlever de l'idée que quand même, quand Jacob, qui a 13 enfants et qui fait juste une belle tunique à Joseph et qui préfère celui-là, ben, il est un peu responsable de ce fait que ses 10 frères aient voulu le tuer. Il dit que je fasse, moi, je peux pas dire autre chose. Donc en fait, comment faire pour essayer de se pardonner? Un enseignant avec sa classe, ça peut arriver. L'enseignant défend une vision, la classe se sent brutalisée, elle se braque contre le prof, et ça arrive, vous le savez très bien. Alors, soit on dit, bon, on peut pas faire, on change le prof, mais c'est un échec, en fait, de la capacité à reconstruire une relation. Au fond, toutes les relations sont par principe fragiles, toutes, et c'est leur fragilité qui les rend si importantes. Donc, comment on fait? Comme l'aurait dit Jacques Côté, on retisse fil à fil l'espérance de la nuit. Et moi, je pense que rien n'est jamais définitif, ni dans la réussite, ni dans l'échec. Puisque je parle de poésie, j'aime beaucoup Apollinaire qui dit, alors comme on n'est pas loin du pont Mirabeau, on peut toujours penser à lente et latente, violente et l'espérance. Non,
Apollinaire quand il dit dans Le Guetteur mélancolique, « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, et tournons les soirs, mais vivons les matins. » Il y a des crépuscules, y compris des crépuscules du lien. Mais ces crépuscules ne peuvent jamais vaincre les aurores. Tu peux reconstruire, réespérer. Un prof peut trouver le truc, comment intéresser ses élèves, leur organiser une visite qui vont les toucher. Et j'aime beaucoup cette idée que le prof nous emmenait. Moi, j'étais à un monde, moi, si l'école ne m'avait pas montré la vie, je serais resté dans l'enfermement que les données sociales avaient fait pour moi. Moi, c'est l'école qui m'a ouvert le monde. Il y a des gens qui n'ont jamais vu un musée, hors du fait que l'école les prend et les amène voir un musée. Et donc, retisser quelque chose qui permet de recréer un aurore du lien. Voilà. Maintenant, je vais te poser, toi, une question, si tu permets. Pas de souci. C'est le bonheur, tout va bien. Tu crois que c'est joué? Le lien, il est formidable. Tu es dingue, machin, hein, la vie est belle. Tu crois que c'est fini? Non, pour moi, il y a un entretien constant qui doit être fait. Tu vois, ça a été plus apprenti journaliste, tu es vraiment journaliste. Pourquoi? Parce Non, qu'au quand fond, même pas. quand ça marche pas, il faut travailler pour réparer. Et quand ça marche, il faut travailler pour entretenir. Un lien, ça se construit et ça s'entretient toujours. Il n'y a pas de lien naturel. Même celui qui paraît évident, parent-enfant, dans le couple, il n'y a aucun lien qui est naturel, qui perdure si on ne fait pas d'efforts. Au fond, c'est cette différence que tu soulignais. Et le recteur a raison. Avant, on pensait qu'on aurait des choses si on faisait des efforts. Maintenant, on veut tous sans faire d'efforts. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire des efforts. Et au fond, c'est en fonction des efforts qu'on produit qu'on aura la société qu'on méritera. Super, merci. On a le temps pour une dernière ou... Oui, bien sûr. Ouais. Dernière. Non, j'en avais une autre. C'était aborder la relation sous un autre angle, un autre prisme. On s'était posé la question en préparant cette rencontre que selon nous, chaque individu a ses propres intentions derrière son acte de créer du lien, d'aller vers l'autre, parfois conscient ou non. Pour nous, il y a une pluralité d'intentions, que ce soit chercher à donner quelque chose, à recevoir. Souvent, ça peut être intéressé, conscient ou pas conscient, voilà. Et donc, comment est-ce qu'on concilie toutes ces intentions, et voilà, quand il s'agit de créer du lien et d'apprendre à former à la relation? Peut-être que moi, je peux juste apporter quelques éléments de réponse par rapport à ça. Et puis, bien sûr, je vous laisserai compléter. En fait, nous, ce qu'on montre par rapport à la recherche en éducation, c'est que finalement, toutes ces compétences, le fait de créer du lien ou les compétences non académiques au sens large, la coopération, etc., sont des compétences qui sont contextualisées. C'est-à-dire qu'en fonction des gens que vous allez rencontrer, des sphères de socialisation dans lesquelles vous passez, votre famille, vos amis, vos cercles sportifs, etc., vous n'allez pas développer le même genre de compétences non académiques. Il y a des familles dans lesquelles on va vous dire oui, faut que tu sois le meilleur, faut que tu gagnes, faut que tu y ailles, faut que tu sois combatif. Puis il y a des familles où on va vous dire fais quand même attention à ton voisin. Enfin, c'est très schématique ce que je vous dis. Mais en fait, en fonction des personnes que vous allez rencontrer, des sphères que vous traverserez, vous allez développer tel ou tel type de compétences dites non académiques. C'est pareil dans les systèmes éducatifs. Quand on regarde un peu au niveau des comparaisons internationales, où nous, dans la recherche en éducation, on nous dit la référence, c'est le classement PISA. Le classement PISA, ce qui montre en 2022, c'est que ces compétences dites non académiques, et notamment les compétences de coopération, d'empathie, etc., elles sont très développées dans les pays nordiques. Alors on nous dit, pourquoi la France, elle ne fait pas pareil? Parce que la France, elle n'est pas du tout dans le même contexte que les pays nordiques. Et si on regarde du côté des pays asiatiques, ce qu'on développe, c'est pas l'empathie, la coopération, c'est la compétition. Il faut être le meilleur pour s'insérer, pour produire, pour entrer dans la compétition internationale, etc. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est dire, nous, ce qu'on voit, c'est que finalement, ces compétences et le fait de créer du lien, c'est très contextualisé. Voilà. Alors, ça peut être une norme universelle de vouloir créer du lien, mais en fait, dans les contextes dans lesquels on va vivre, on va évoluer, ces compétences-là, elles vont plus ou moins se développer, en fait. Voilà, j'en dis pas plus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Et auriez-vous une question dans la salle pour nos intervenants? Monsieur. Merci beaucoup. Bonjour.
sujet tellement délicat, sensible et passionnant. Je vous félicite déjà pour ce que vous avez pu partager avec nous. C'était très pertinent et assez illustré. Ma remarque est que pour travailler depuis très longtemps dans l'accompagnement des dirigeants, des managers, des équipes, je trouve qu'il y a un parallèle évident à faire entre ça et l'éducation. Et les adultes qui ont des difficultés dans le management, dans la vie ensemble, dans l'entreprise, se heurtent exactement aux mêmes difficultés parce que ce sont d'anciens enfants qui n'ont pas toujours été équipés. Voilà, donc ce parallèle est à faire. Vous disiez, madame, que vous étiez consciente qu'il n'y avait pas beaucoup d'état de l'art sur cette dimension. Je suis toujours un peu frappé du moment que vous insistiez sur l'académique, le non-académique. Ça, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand on travaille les compétences en entreprise, on a le savoir-être qui fait partie. On a les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Je parle de savoir devenir, projeter, oser, possible. Voilà. Donc, il y a forcément un intérêt à travailler ensemble parce que les référentiels sont très proches. Et si on parle des réseaux sociaux, j'ai trouvé que vous étiez un peu trop direct sur c'est pas du ou, c'est du et. Et l'exemple qui consiste à faire travailler un groupe de dirigeants ou une équipe de dirigeants sur un sujet, c'est de leur permettre d'abord de prioriser ce sur quoi ils veulent réfléchir ensemble. Et après, surtout, de ne pas donner aux dirigeants la possibilité d'installer sa vérité, mais permettre à chacun de réfléchir tout seul. Alors ça peut prendre quelques minutes, c'est pas très long, mais ça c'est fondamental. Et c'est la même chose avec l'IA. Si on n'est pas capable d'abord de réfléchir à soi-même, ce qu'on porte, ce qu'on veut, le vrai enjeu, eh bien, ça n'a pas grand intérêt de passer sur l'IA parce qu'on va se faire manipuler. Alors que si au contraire on a réfléchi par soi-même et qu'on a après fait de l'échange dans une équipe, chacun écoute et chacun apprend et progresse et on co-construit de l'intelligence collective. C'est exactement la même chose qu'il faut faire dans les écoles. J'ai eu la chance d'enseigner à Centrale, dans mon université, dans différents endroits. C'est fantastique. C'est immédiatement positif. Voilà, donc je voulais juste vous faire une invitation, c'est de rapprocher finalement des dimensions de réflexion, de progrès entre le monde de l'enseignement, de l'enfance aux grandes écoles ou à l'université, et le monde de l'entreprise qui a énormément travaillé ces dernières années sur ces sujets. Merci de votre attention. Merci. Pleinement d'accord avec vous. En fait, c'est ce que vous décrivez, c'est un lycée professionnel, où justement la perméabilité entre l'entreprise et l'éducation nationale est aujourd'hui totale. On a de plus en plus d'ailleurs de professeurs associés qui viennent de l'entreprise. Nos professeurs de lycée professionnel vont dans l'entreprise. Les élèves font ce qu'on appelle les PFMP, les périodes de formation en entreprise. Bref, vous prêchez un convaincu. Sur les réseaux sociaux, je maintiens. Les grands réseaux sociaux sont aux mains de gens qui se lèvent le matin en se demandant comment ils vont pouvoir nous détruire. Il faut dire les choses clairement comme ça. Acteurs quasi étatiques, qu'ils soient américains ou chinois ou russes. Donc là-dessus, je suis effectivement assez ferme. Alors non, mais ça sur l'IA, de toute façon, nous, dans l'éducation nationale, on a lancé un plan majeur pour nos enseignants, notamment nos futurs enseignants, mais aussi en formation continue, pour l'apprentissage de l'IA. Parce que la vérité, c'est qu'il y a 80% des élèves qui se servent de l'IA, les chiffres ont 6 mois, donc ça a changé, hein, et à peu près 20-25% d'enseignants qui se chargent de l'IA. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible, il faut qu'il y ait une convergence. Juste... c'est juste pour répondre, voilà, juste dire par rapport au monde de l'entreprise, il y a également, mais je n'ai pas eu le temps de développer un certain nombre de travaux de recherche qui portent sur la question, où on s'aperçoit qu'à l'heure où le diplôme n'est plus la condition, c'est une condition nécessaire mais non suffisante pour intégrer l'entreprise, bien souvent maintenant, de toute façon, le fait d'être employable ou de trouver un emploi dépend d'un certain nombre de compétences. Alors, ce que vous me dites, je l'entends, de savoir-être, voilà, et de compétences dites non académiques. Et on s'intéresse beaucoup, justement, à ces différentes compétences non académiques ou ces différents savoir-être intergénérationnels au sein de l'entreprise, en montrant ce que possèdent les plus expérimentés et ce que possèdent les plus jeunes qui arrivent, notamment la très grande capacité d'adaptation. On dit les jeunes, ils zappent, par exemple. Enfin,
voilà, ils sont pas stables, etc. Ils visent plutôt la qualité de vie au travail, etc. Mais derrière ça, il y a un certain nombre de savoir-être qui sont très, très intéressants pour l'entreprise. Et inversement, les plus expérimentés qui ont d'autres savoir-être. Et les questions qu'on se pose, justement, dans les objets de recherche qu'on mène actuellement, c'est comment transférer de l'un à l'autre et comment apprendre des uns et des autres, quoi, et que ça soit pas une relation verticale et hiérarchique, justement. Voilà. Enfin, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire qu'on a cette réflexion aussi en tête. Moi, je voulais juste réagir à ce que vous avez dit et en fait vous poser une question parce que vous nous avez illuminé tout à l'heure. Moi, je suis vexé chaque fois que on présente le classement PISA et qu'on nous dit qu'on nous sommes des nuls. Moi, je pense comme vous parce que j'ai pas les moyens techniques et scientifiques que vous avez pour appréhender les choses. Mais je vois bien que je préfère que mes enfants soient des enfants français que écrabouillés par la machine scolaire, je sais pas moi, japonaise ou alors nordique. Je peux pas dire ça, mais Singapour. Moi, je préfère vivre à Paris que ailleurs. Donc je voudrais juste entendre que le monde de l'éducation ose dire le classement PISA, on s'en fout. Voilà. Pas... En revanche, j'ose vous dire quelque chose parce que ça m'a touché et puis que je l'ai vécu moi-même. On a d'abord, et c'est bien que le recteur ait dit, mais vous décrivez le lycée professionnel. Il a raison. Mais pourquoi le lycée professionnel a moins bonne presse qu'un lycée général? Pourquoi les apprentissages, on a toujours une sorte de méfiance? Pourquoi ce sont les moins bons élèves qu'on oriente vers quelque chose qui manifestement est perçu comme une voie de garage? Je le sais parce que moi, il se trouve que j'ai un de mes enfants qui, au bout d'un moment, ça ne marchait pas. On a tout essayé, le public, le privé catho, enfin, on a tout essayé. Convenu que ça allait pas, on a trouvé son truc. Alors moi, ça m'amusait dans les dîners, les gens parlaient des études formidables de leurs enfants, et moi je disais, il fait un CAP menuiserie, voilà. Bon, donc mon fils a fait un CAP menuiserie. Je trichais parce qu'en fait, oui, il a fait un CAP menuiserie, mais en fait, il a fait l'école boule. Mais bon, c'est pas grave, c'est en ébénisterie, mais on s'en fout. C'est un CAP menuiserie, c'est ça qu'il faut voir, et ça m'amusait follement. Sauf que il m'a dit en deuxième année, je veux pas passer ma vie avec un bout de bois, un rabot, qu'il a fait d'autres choses. Et il est maintenant directeur commercial dans une start-up, un truc qui est formidable. Il n'y a qu'en France où on est enfermé dans ses études. Parce que vous avez dit, moi je suis, pardon, je ne connais pas, et puis ce que vous dites est formidable, mais vous dites, moi je suis prof à Centrale, ben, vous savez quoi? Vous n'êtes même pas prof à Polytechnique. C'est qu'en France, si c'est pas le top, c'est rien. Et en France, vous faites des études dans une école, dans une filière, vous êtes enfermé dans votre filière. En Angleterre, en Amérique, vous faites un doctorat d'archéologie et vous devenez directeur général d'une grande banque. Vous n'êtes pas enfermé dès pratiquement la maternelle, enfin j'exagère évidemment, sinon c'est pas rigolo, vous êtes enfermé dans une seringue éducative qui vous empêche de prendre des chemins de traverse et en tout cas qui ne les valorise pas. J'ai vu le regard des autres sur moi et sur ma famille, sur mon fils. Moi, je le vois maintenant et il rigole moins. Mais le principe, il est que il faut qu'on laisse, moi je crois beaucoup en cette liberté et cette capacité d'appréciation que chaque chemin est un chemin digne. Et moi je crois beaucoup dans le lycée professionnel, je crois beaucoup dans l'enseignement en alternance, qui est un enseignement qu'on redécouvre maintenant, pour lequel on dit c'est formidable, mais on ne donne pas les moyens nécessaires. Parce qu'aller trouver des stages, moi je vois aller trouver des entreprises, tellement de jeunes viennent nous solliciter les uns les autres pour dire essayez de trouver une entreprise pour l'alternance de mon petit ou ma petite. Donc, je vois le chemin à accomplir entre le rêve, l'idéal, ce qu'on pourrait faire, et notre situation réelle. Donc, il y a besoin aussi d'être capable de valoriser chaque chemin. Et je ne dis pas qu'il faut valoriser tous les échecs, mais chaque chemin est un chemin qui ouvre sur une réussite. Et je pense qu'il faut que ça, on retrouve. Autant je ne suis pas du tout amoureux de PISA et de tous ces classements internationaux, autant je pense qu'on a des faiblesses consubstantielles dans le système éducatif. Trop valoriser certaines filières. Vous parliez des filles. Bah, expliquez-moi pourquoi on n'a que 17% d'ingénieurs à Polytechnique, on n'a que 17%, et on est exactement dans la moyenne nationale, il n'y a que 17% de filles dans les écoles d'ingénieurs, où c'est marqué dans la Bible que les filles ne peuvent pas faire ingénieur. C'est donc qu'inconsciemment, on les détourne de ces métiers. Inconsciemment, je ne sais pas comment, mais on leur explique qu'elles ne peuvent pas, alors qu'on a des majors de promo Alix qui sont filles, donc il n'y a aucune raison. Donc il faut qu'on fasse attention aux préjugés, y compris les nôtres, sur notre système éducatif et sur l'enseignement pour les jeunes. Merci, on va prendre une dernière question. 2 questions courtes, alors je vois deux mains qui se lèvent, 2 questions courtes. Il nous reste 5 minutes. Merci beaucoup, bonjour.
Premièrement, monsieur le recteur, non, premièrement, je vais tous vous remercier pour cette discussion délicieuse. Ensuite, monsieur le recteur, je me permettrai d'apporter une nuance. Vous disiez que les plateformes, notamment les réseaux sociaux, ces smartphones qu'on a tous greffés à la main aujourd'hui, sont dans les mains de personnes qui se lèvent le matin pour nous détruire. Je dirais, j'apporterai une petite nuance, je dirais que certains se contentent de nous exploiter. Voilà, les conséquences sont déplorables, mais il y a peut-être une nuance importante à relever. Ensuite, vous parliez des réseaux asociaux. Je suis agent d'influenceur et comprenez que je me dis que le monde est en marche vers plus de numérique, vers plus d'influence, de marketing qui se transforme avec des budgets colossaux. Et j'ai choisi dans mon métier d'axer l'influence sur la culture et le sport. C'est-à-dire qu'inciter des consommateurs de contenu à dépenser de l'argent dans ces secteurs-là, j'ai moins de scrupules. Ça me dérange moins et je porte des valeurs qui me semblent être cohérentes avec mes idées. Et donc, c'est pour ça que je suis plus nuancée aussi sur le terme réseaux asociaux. Il m'écorche un peu et je me dis, quand bien même on serait un peu réfractaire, peut-être en discutant avec certaines personnes de différentes générations, de différents points de vue, de différents milieux sociaux, on peut entendre des sons de cloche de ce genre-là et j'essaye de nuancer. Mais c'est difficile parce que je vois qu'il est difficile d'associer l'objectif de produire des travailleurs insérés dans le monde libéral par l'école, par la formation, et de l'autre côté, fabriquer des citoyens. Comment faire exister ces deux injonctions ? Sur les réseaux, en fait, l'influenceur, c'est un nouveau métier qui se développe beaucoup. Et alors, pour le coup, dans nos lycées professionnels, notamment dans le secteur tertiaire, beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles se rêvent ce type de carrière. Et c'est génial, formidable, rien à dire. Mais ça, c'est pas les très grands réseaux qu'on connaît, que je ne nommerai pas, surtout qu'on est ici dans le cœur du service public. Ça n'a rien à voir. C'est des entreprises personnelles et votre but n'est pas de tromper. Votre but n'est pas d'insérer des fake news. Votre but n'est pas d'influencer la politique de notre pays. Donc, aucun problème avec ça. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas non plus de difficulté à faire en sorte que nos élèves soient à la fois aptes à être des citoyennes et des citoyens et aptes à s'insérer dans l'entreprise ou dans le service public d'ailleurs. Notamment, je fais un appel solennel pour devenir enseignante et enseignant. Donc, pour moi, les deux fonctionnent ensemble. Et le lycée professionnel a fait sa mue, réellement. Dans mon académie, le lycée professionnel attire à 4 ou 5% de plus d'élèves que partout ailleurs en France, à part dans les Hauts-de-France. Pourquoi ? Parce que les parents savent qu'il y a de l'insertion derrière, que parfois des enfants un peu cabossés, leur carrosserie à la sortie du LP est devenue rutilante, pour prendre une métaphore automobile que le grand rabbin apprécie. Donc vraiment, il y a maintenant, et ça c'est le message que je martèle, plein de façons de réussir et plein de voies de réussite. C'est absolument essentiel. On a un système qui est devenu mature et adulte et qui accepte une très grande diversité. Merci. Une dernière question, madame ? Bonjour, d'abord merci beaucoup pour cet échange que j'ai trouvé très stimulant, qui pousse à se poser des questions à soi-même. Justement, je voulais vous soumettre mon cas très brièvement. J'enseigne dans le supérieur. C'était en tant que vacataire, donc c'est un séminaire hebdomadaire. J'ai des étudiants de 19-20 ans dans des programmes d'échange, donc des étudiants internationaux. Et dans l'acte d'enseignement, je suis sans arrêt écartelée entre, d'un côté, la tentation d'entretenir dans le cours une atmosphère conviviale, chaleureuse, où chacun se sente à l'aise, et de l'autre, la détermination, vous voyez que je n'utilise pas le même mot, tentation d'un côté, détermination de l'autre, de faire mon travail qui est, dans ma conception, le travail de l'enseignant, c'est tout d'abord transmission de savoir.
J'ai des contenus denses, avec beaucoup de matériaux. Pour moi, ma première mission, c'est ça. Or, il y a un problème de temps. Donc, soit on passe du temps à créer du lien, à créer une atmosphère particulière qui soit incitative à l'apprentissage. Ça prend du temps, c'est au détriment des contenus, ou alors on privilégie le contenu. Dans mon cas, je privilégie le contenu, mais très souvent, je sens que ça ne va pas. Voilà, donc comment sortir de ce dilemme? Merci. Comment trouver cet équilibre entre à la fois créer du lien, ce qui prend du temps, et cet aspect des savoirs? C'est une belle question. La réponse en 2 minutes 35. Non, bien évidemment, je n'aurai pas la réponse toute faite. Juste, c'est très intéressant cette question que vous posez, parce que je pense que le temps est une variable centrale, effectivement, mais au-delà de ça, on a mené une recherche justement sur l'intérêt de ces savoir-être développés dans le supérieur pour ces jeunes, en interrogeant des profs d'université et en leur disant: est-ce que vous pensez que vos étudiants, grâce à vous, développent des compétences dites non académiques, des savoir-être? La réponse massive des collègues, et moi y compris avant de travailler sur tous ces aspects, c'était de dire l'université en particulier, et je fais la différence ici entre l'université et les écoles, ou les grandes écoles. L'université est là pour développer et pour transmettre un savoir académique issu des résultats de la recherche et des laboratoires de recherche, parce qu'à la base c'est ça, les universités, et la fonction d'enseignant-chercheur, c'est ça, c'est d'enseigner les résultats de la recherche. Et donc quand on interrogeait les collègues, ils nous disaient: mais non, on n'est pas là, nous, on n'est pas là pour développer le savoir-être, ça ils se débrouillent, nous on est là pour voilà, l'académique, et transmettre comme si l'académique était le noble et le non académique, bon, l'à côté, voilà. Et en fait, donc on a interrogé les enseignants c'était plutôt leur point de vue, et on a interrogé les étudiants en leur disant: mais qu'est-ce qui vous sert vous par la suite? Donc on les a suivis une fois qu'ils étaient insérés sur le marché du travail. Et en fait, ce que disent les étudiants, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire: oui, les compétences académiques nous ont servi pour obtenir le diplôme, parce qu'on n'est évalué que là-dessus, que sur l'académique, que sur les savoirs disciplinaires. Donc bien sûr que ça nous a servi. Mais ce qui me sert maintenant pour trouver un emploi, ou pour maintenant m'adapter à un emploi qui ne correspond pas forcément au diplôme que j'ai, c'est tout le non académique, et c'est toutes ces compétences que j'ai quand même pu développer en partie à l'université de façon informelle, quoi. Donc c'est pour ça que, voilà, votre question, j'ai envie de dire, on n'a pas la réponse. Il faut du temps, effectivement, il faut du temps pour prendre conscience de l'importance de son académique, mais on n'a pas la réponse, voilà, à la question. Écoutez, merci beaucoup pour ce moment d'échange, et il nous manque du temps encore peut-être pour approfondir cette question. J'espère en tout cas, et pour nous c'est le cas, je crois, d'avoir pu partager avec vous ces questionnements et ce beau sujet du lien, en particulier chez les enfants. J'espère que on est tous, on repart avec plein de questions et plein d'interrogations encore à approfondir sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci.